Confidentiel, la mission secrète que le régime Biya aurait confiée à Issa Chiroma? Introduction. Une scène étonnante se déroule sous les yeux des Camerounais. Pendant que le président Paul Biya séjourne en Suisse, loin des projecteurs du palais d'Etoudi, une autre bataille semble occuper l'espace médiatique. Mais attention, ce n'est pas forcément celle que beaucoup attendaient. Alors que certains observateurs estiment que l'opposition devrait concentrer ses efforts contre le pouvoir en place, plusieurs débats, panels et interventions médiatiques semblent plutôt viser un autre adversaire, Maurice Kamto et son parti, le MRC. Simple coïncidence? Choix stratégique? Ou signe d'une lutte beaucoup plus profonde à l'intérieur même de l'opposition camerounaise? Plus les jours passent, plus les interrogations se multiplient. Et ce qui se joue actuellement pourrait avoir des conséquences majeures sur l'élection présidentielle et sur l'avenir du paysage politique camerounais. Mais ce n'est pas tout. Car derrière les déclarations publiques, derrière les affrontements sur les réseaux sociaux et derrière les émissions en direct, certains analystes pensent apercevoir une stratégie beaucoup plus complexe. Une stratégie qui pourrait, selon eux, profiter avant tout au régime en place. Alors, que se passe-t-il réellement? Installez-vous confortablement, car ce décryptage risque de faire beaucoup parler. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Kame News, d'activer la cloche de notification et de rejoindre la discussion dans les commentaires. Partie 1, le contexte et les faits. Depuis plusieurs mois, la scène politique camerounaise ressemble à un immense terrain de football où les joueurs semblent parfois oublier où se trouvent les cages. D'un côté, le pouvoir en place continue de préparer les prochaines échéances politiques. De l'autre, l'opposition poursuit sa réorganisation après plusieurs années de tensions, de contestations et de divisions. Mais ce n'est pas tout. Depuis sa rupture avec le régime qui l'a longtemps accompagné, Issa Chiroma Bakary tente de construire sa propre trajectoire politique. Pour ses partisans, il représente désormais une alternative crédible. Pour ses détracteurs, son passé gouvernemental continue de soulever de nombreuses questions. Et c'est précisément là que commence le débat. Car lorsqu'un ancien allié du pouvoir devient opposant, une interrogation revient toujours. Combat-il réellement l'ancien système ou continue-t-il à porter certaines de ses logiques? La question n'est pas nouvelle. Mais elle revient aujourd'hui avec force. Selon plusieurs observateurs politiques, les activités médiatiques récentes de certains responsables proches de Chiroma semblent davantage dirigées contre Maurice Kamto que contre Paul Biya. Des panels sur TikTok. Des débats en direct. Des prises de position répétées. Des critiques sur le fonctionnement interne du MRC. Des accusations portant sur l'organisation du parti. Mais ce n'est pas tout. Les critiques formulées auraient essentiellement porté sur des questions internes à l'opposition. Pendant ce temps, selon les mêmes observateurs, les attaques contre le régime apparaissent moins visibles dans la communication quotidienne de certains proches de Chiroma. Cette situation alimente naturellement les interrogations. Car dans toute stratégie politique, le choix de la cible révèle souvent les priorités. Lorsqu'un acteur politique consacre l'essentiel de son énergie à combattre un concurrent plutôt que le pouvoir en place, cela envoie un message. Et c'est précisément ce message que certains analystes tentent aujourd'hui de décrypter. Mais derrière ce débat médiatique se cache une réalité plus profonde. Car au Cameroun, la question n'est pas seulement de savoir qui critique qui. La véritable question est de savoir qui profite de ces divisions. Et là, les réponses deviennent beaucoup plus complexes. Mais ce n'est pas tout. Pendant que les camps politiques s'affrontent verbalement, le temps avance. L'élection approche. Les alliances se dessinent. Les ambitions s'affirment. Et chaque erreur stratégique peut coûter extrêmement cher. C'est dans ce contexte explosif qu'intervient le deuxième élément de notre analyse. Le conflit. Et vous allez voir que celui-ci dépasse largement les simples querelles de réseaux sociaux. Partie 2, le conflit qui divise l'opposition. Dans toute bataille politique, il existe deux façons de gagner. La première consiste à renforcer son propre camp. La seconde consiste à affaiblir celui des autres. Et parfois, la deuxième stratégie devient plus importante que la première. C'est exactement ce que dénoncent aujourd'hui plusieurs militants et observateurs. Selon eux, une partie importante de l'énergie politique est désormais consacrée à des affrontements internes. Non pas entre le régime et l'opposition, mais entre les différentes composantes de l'opposition elle-même. Et c'est là que le problème commence. Car lorsqu'une opposition est fragmentée, chacun devient le rival de l'autre. Le partenaire potentiel devient un concurrent.
l'allié possible devient une menace. Et progressivement, le combat principal disparaît. Mais ce n'est pas tout. L'histoire politique du Cameroun est remplie d'exemples similaires. Chaque fois qu'une dynamique d'union semble émerger, des divergences apparaissent. Des conflits de leadership. Des batailles d'ego. Des désaccords stratégiques. Des querelles de positionnement. Et le résultat est souvent le même. La dispersion des forces. Or, selon plusieurs analystes, cette dispersion constitue précisément le scénario idéal pour tout pouvoir confronté à une opposition multiple. Pourquoi ? Parce qu'une opposition divisée peine à transformer son influence en rapport de force. Elle parle avec plusieurs voix. Elle poursuit plusieurs agendas. Elle présente plusieurs candidats. Et elle envoie plusieurs messages contradictoires. Mais ce n'est pas tout. Dans ce contexte, la rivalité entre les soutiens de Tshiroma et ceux de Kanto prend une dimension particulière. Car il ne s'agit plus seulement d'un débat d'idées. Il s'agit d'une bataille pour le leadership de l'opposition. Qui représente réellement l'alternative? Qui peut fédérer les électeurs? Qui peut incarner le changement? Qui peut attirer les déçus du régime? Ces questions sont au cœur de la confrontation actuelle. Et plus la compétition s'intensifie, plus le risque de fracture devient important. Pendant ce temps, le pouvoir observe. Calmement. Silencieusement. Comme un arbitre qui regarde deux équipes se fatiguer avant même le coup d'envoi. Mais ce n'est pas tout. Car certains observateurs vont encore plus loin. Selon eux, le véritable enjeu ne serait pas simplement électoral. Il concernerait également la succession politique et la recomposition future du pouvoir au Cameroun. Autrement dit, la bataille actuelle préparerait déjà le Cameroun d'après-demain. Et c'est précisément ce qui rend cette confrontation si importante. Partie 3, révélation et décryptage, ce que cette affaire révèle vraiment. Mesdames et messieurs, à partir d'ici, nous quittons le terrain des simples déclarations pour entrer dans celui du décryptage. Parce que derrière chaque bataille politique, il existe toujours une question plus importante que toutes les autres. Une question que peu de personnes prennent le temps de poser. Cette question est simple. Qui gagne réellement lorsque l'opposition se divise? Voilà le cœur du problème. Voilà le véritable sujet. Voilà ce que beaucoup de Camerounais essaient aujourd'hui de comprendre. Car depuis plusieurs semaines, un phénomène étrange attire l'attention de nombreux observateurs. Alors que plusieurs citoyens s'attendaient à voir les différents acteurs de l'opposition concentrer leurs critiques contre le pouvoir en place, les projecteurs semblent régulièrement se tourner vers Maurice Kamto et le MRC. Et c'est précisément là que commence le mystère. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on observe la situation avec un peu de recul, un détail saute aux yeux. Les débats se multiplient. Les directs se multiplient. Les analyses se multiplient. Les accusations se multiplient. Les contre-accusations se multiplient. Et pourtant, le sujet reste souvent le même. Maurice Kamto. Encore Maurice Kamto. Toujours Maurice Kamto. Pour ses partisans, cela prouverait qu'il demeure la principale figure de l'opposition. Pour ses adversaires, cela s'expliquerait par les controverses entourant son parti. Mais quelle que soit l'interprétation choisie, une réalité demeure. Son nom continue d'occuper une place centrale dans le débat politique. Et cette réalité mérite qu'on s'y attarde. Mais ce n'est pas tout. Dans les quartiers de Douala, de Yaoundé, de Garoua ou de Bafoussam, lorsqu'un commerçant parle sans arrêt d'un concurrent au marché, les anciens comprennent immédiatement quelque chose. Ils disent souvent: si tu cites son nom matin, midi et soir, c'est que tu sais qu'il existe. Et en politique, cette logique n'est pas très différente. Parce qu'un adversaire insignifiant ne monopolise jamais autant d'attention. Un adversaire sans influence ne provoque jamais autant de réactions. Un adversaire marginal ne déclenche jamais autant de débats. Et c'est là que le dossier devient intéressant. Très intéressant même. Mais ce n'est pas tout. Certains analystes observent également le choix des thèmes abordés. Les critiques porteraient régulièrement sur le fonctionnement interne du MRC. Sur certaines décisions organisationnelles. Sur des nominations. Sur des exclusions supposées. Sur des tensions internes présumées. Autrement dit, des sujets qui concernent principalement la vie interne d'un parti politique. Or, dans toute démocratie, les partis connaissent des tensions. Les partis connaissent des désaccords.
Les partis connaissent des conflits. Les partis connaissent des crises. Cela existe partout. En Afrique. En Europe. Aux États-Unis. Partout. La vraie question n'est donc pas l'existence de ces tensions. La vraie question est plutôt celle-ci. Pourquoi ces sujets deviennent-ils parfois plus importants que les débats sur la gouvernance du pays lui-même? Voilà la question qui dérange. Mais ce n'est pas tout. Certains observateurs estiment que nous assistons actuellement à ce qu'on appelle une bataille de narration. Une guerre de récit. Une guerre d'image. Une guerre de perception. Parce qu'en politique moderne, il ne suffit plus de gagner les élections. Il faut d'abord gagner l'attention. Il faut gagner l'espace médiatique. Il faut gagner les conversations. Il faut gagner les réseaux sociaux. Et parfois, contrôler le débat devient presque aussi important que contrôler le terrain. C'est pourquoi certains experts considèrent que chaque polémique possède un objectif plus profond. Orienter l'attention du public. Définir les priorités du débat. Choisir les sujets dont tout le monde parlera demain. Mais ce n'est pas tout. Pendant ce temps, un autre élément intrigue. Le président Paul Biya se trouve à l'étranger. Et pour beaucoup de militants de l'opposition, les déplacements internationaux d'un chef d'État constituent souvent des moments stratégiques. Pourquoi? Parce qu'ils attirent l'attention des médias internationaux. Parce qu'ils attirent l'attention de la diaspora. Parce qu'ils créent des opportunités de visibilité. Parce qu'ils permettent parfois de porter certaines revendications devant l'opinion mondiale. Or, selon plusieurs commentateurs, cette séquence aurait pu devenir un moment majeur de mobilisation politique. Mais au lieu de cela, les débats numériques semblent avoir suivi une autre direction. Et c'est précisément ce décalage qui suscite aujourd'hui autant d'interrogations. Mais ce n'est pas tout. Lorsque certains critiques affirment que cette situation profiterait indirectement au régime, ils ne prétendent pas nécessairement qu'il existe une coordination ou une preuve formelle. Ils expriment plutôt une analyse politique. Une lecture stratégique. Une interprétation des conséquences possibles. Car en politique, les effets comptent parfois autant que les intentions. Prenons un exemple simple. Dans un match de football, un défenseur peut marquer contre son propre camp sans le vouloir. L'intention n'était pas mauvaise. Mais le résultat reste le même. Le tableau d'affichage ne regarde pas les intentions. Il regarde les conséquences. Et plusieurs analystes appliquent exactement cette logique à la situation actuelle. Mais ce n'est pas tout. Plus le temps passe, plus une autre question apparaît. Pourquoi l'idée d'une opposition unie semble-t-elle toujours aussi difficile à réaliser au Cameroun? Depuis des années, cette question revient sans cesse. Coalition. Alliance. Front commun. Union sacrée. Plateforme commune. Les concepts changent. Les noms changent. Les acteurs changent. Mais les difficultés restent les mêmes. Et cela commence à intriguer beaucoup de citoyens. Parce qu'à chaque échéance importante, les divisions réapparaissent. Les désaccords réapparaissent. Les rivalités réapparaissent. Comme si un scénario invisible se répétait sans fin. Mais ce n'est pas tout. Dans les rues camerounaises, les anciens diraient. Quand les chasseurs passent toute la journée à discuter du partage du gibier avant même de partir en forêt, ils risquent de rentrer avec les mains vides. Cette image résume parfaitement le sentiment de nombreux observateurs. Car certains ont l'impression que les batailles de leadership occupent déjà toute la place. Qui sera le candidat principal? Qui dirigera la coalition? Qui parlera au nom de l'opposition? Qui représentera le changement? Autant de questions légitimes. Mais qui deviennent problématiques lorsqu'elles prennent toute la place. Parce qu'au final, les citoyens attendent aussi des réponses sur l'économie. Sur l'emploi. Sur le coût de la vie. Sur l'éducation. Sur la santé. Sur les infrastructures. Et ces sujets disparaissent parfois derrière le vacarme des querelles politiques. Mais ce n'est pas tout. Une autre révélation mérite d'être examinée. La communication politique a profondément changé. Autrefois, les batailles se déroulaient principalement dans les meetings. Aujourd'hui, elles se déroulent sur Facebook. Sur TikTok. Sur YouTube. Sur WhatsApp. Dans des directs de 3 heures. Dans des vidéos de 20 minutes. Dans des commentaires de 100 lignes.
Le téléphone portable est devenu une véritable arme politique. Et ceux qui maîtrisent cette arme peuvent influencer considérablement le débat public. Voilà pourquoi les guerres numériques sont désormais aussi importantes que les guerres électorales. Parfois même plus importantes. Mais ce n'est pas tout. Au fond, cette affaire révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Elle révèle la lutte pour le contrôle du récit politique camerounais. Qui incarne l'opposition? Qui représente l'alternative? Qui parle au nom du changement? Qui peut rassembler les mécontents? Qui peut convaincre les indécis? Qui peut séduire les abstentionnistes? Voilà la vraie bataille. Et c'est probablement pour cette raison que les tensions actuelles paraissent aussi intenses. Parce qu'au-delà des individus, c'est la question du leadership national qui est en jeu. Et lorsqu'une bataille concerne le leadership, chaque déclaration devient stratégique. Chaque silence devient stratégique. Chaque vidéo devient stratégique. Chaque panel devient stratégique. Chaque invité devient stratégique.